Des castors ont fait dérailler un train. Non, c'est pas un titre racoleur. L'eau a débordé du barrage, elle a emporté le remblai ferroviaire et rien n'a pu l'arrêter. À 8h30 du matin, un train de marchandises a déraillé. 3 locomotives et 6 wagons se sont renversés et un incendie s'est déclenché. Une épaisse fumée noire a tout recouvert et près de 2000 litres de carburant se sont déversés. Des cheminots ont fini à l'hôpital et la forêt a pris feu. Je vais vous raconter comment des castors ont réussi un coup pareil. Mais d'abord, une tasse de café. Et voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Bon, comment des castors peuvent faire dérailler un train? Pour le comprendre, il faut d'abord savoir de quoi est constitué un remblai ferroviaire. Ces remblais comportent des buses qui servent de drains transversaux. Elles laissent l'eau s'écouler sous les voies sans endommager la structure. Et les castors adorent ces buses. De l'eau y coule, pas vrai? Et oui, c'est l'endroit rêvé pour construire un barrage. Les castors vivent là où il y a de la nourriture et un débit d'eau constant toute l'année. Une buse leur convient parfaitement, c'est comme un ruisseau et le bruit de l'eau en mouvement déclenche chez les castors l'envie de construire. Ainsi, branches, pierres et boue, les matériaux préférés des castors, ont bouché la buse, l'eau a débordé et elle a emporté une partie de la voie. Ça paraît simple, mais c'est quand même un peu bizarre. En effet, les castors prennent soin de leur construction. Ils maintiennent les barrages en bon état et ils les renforcent à mesure que le niveau d'eau monte. C'est comme une entreprise familiale. Une famille de castors peut construire et entretenir un à plusieurs barrages sur leur territoire et en prendre soin est essentiel dans les régions froides. Les barrages doivent retenir assez d'eau pour que l'étang ne gèle pas jusqu'au fond, sinon les castors n'auront plus accès à leurs réserves de nourriture et ils mourront de faim. Même les gens payés pour éloigner les castors et démolir leurs barrages savent qu'il ne faut pas détruire leurs huttes. Sinon, les castors qui sont territoriaux reviendront et ils en construiront encore davantage. Et oui, ils ont le goût du travail bien fait. Le fait que l'eau ait débordé du barrage et inondé le remblai va donc à l'encontre de ce qu'on sait du comportement de ces animaux. Pour qu'une telle chose se produise, il a dû arriver quelque chose de grave aux castors. Peut-être que ça avait un rapport avec la voie ferrée voisine. En fait, les castors choisissent souvent de s'installer dans des plans d'eau situés près des voies ferrées. Vous vous souvenez des buses? Eh bien, pour un castor, elles doivent ressembler à des trous dans un barrage, un endroit idéal où s'installer. Et pas seulement à cause du son apaisant de l'eau qui coule. Qui dit buse dit remblai renforcé, que les castors utilisent comme base pour leur barrage. Certes, les castors sont travailleurs, mais s'ils peuvent gagner du temps, pourquoi s'en priver? Ainsi, là où on voit un remblai ferroviaire doté d'une buse, les castors voient un barrage en terre avec un petit trou. Et quand de l'eau s'engouffre dans cette buse, leur instinct leur dit de réparer le barrage. En d'autres termes, de boucher la buse avec des branches et de la boue pour inonder la zone et agrandir leur espace vital. Regardez ça, il y a 700 lignes de chemin de fer aux États-Unis dédiées au fret. Au total, le pays compte 257 722 km de voies ferrées. C'est beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de castors, entre 10 et 15 millions à travers le pays. Beaucoup de ces lignes traversent des forêts ou autres zones reculées. Les chances qu'un castor choisisse de s'installer au mauvais endroit près d'une voie ferrée sont donc élevées. Quant à ce train qui a déraillé, ça s'est passé dans le Maine, où les voies inondées sont un problème courant. Puisque la ligne de chemin de fer elle-même n'a rien à voir là-dedans, que s'est-il passé pour que l'eau déborde du barrage? Malheureusement, je ne peux pas me rendre sur place pour interroger les castors, donc je vais devoir me contenter d'hypothèses. Tout d'abord, les castors ont peut-être simplement quitté les lieux. Ça arrive quand un étang devient trop peu profond à cause de l'accumulation de limon ou si les arbres se font rares. Le plus souvent, les castors abandonnent leur hutte à cause de changements du niveau d'eau. Ces fluctuations peuvent être causées par des facteurs externes, mais aussi par l'activité des castors. Mais ils ne peuvent pas tout annuler quand les choses vont vraiment mal, et ils doivent alors partir. L'eau est vitale pour la sécurité des castors. S'ils ne peuvent plus retenir l'eau et contrôler sa profondeur,
et qu'ils restent sur place, ils serviront vite de repas aux prédateurs. Il y a une autre raison. Peut-être un jour, l'étang a-t-il commencé à s'assécher, ou les prédateurs se sont révélés très efficaces, ou encore les castors sont simplement morts de vieillesse. Ça arrive. Le barrage a alors été abandonné, et la suite, vous la connaissez. Il y a une troisième théorie. Peut-être que le volume d'eau était tel que l'eau a emporté le barrage. Mais il aurait fallu une montée forte et soudaine du niveau d'eau pour que les castors n'aient pas eu le temps de réagir. C'est ce qui s'est passé sur la rivière Salinas en Californie. L'eau a détruit un barrage de castors en janvier et on s'attendait à ce que les castors le reconstruisent une fois que l'eau serait redescendue. Avril et mai sont arrivés, mais pour une raison inconnue, les animaux n'étaient pas pressés de commencer. Finalement, le barrage n'a été restauré qu'en juin. Le déraillement a eu lieu au printemps 2023, une période où, selon les rapports, de fortes pluies peuvent provoquer des inondations en plus de la fonte de la glace et de la neige. Or, l'État a justement été touché par des inondations et de fortes crues à plusieurs reprises. Il est possible que lors de l'une d'entre elles, le niveau d'eau est trop monté, le barrage n'a pas tenu et les castors n'ont rien pu faire. Cela dit, c'est bizarre qu'on ait laissé une telle chose se produire. Protéger les voies ferrées des castors. Il y a des patrouilles qui en sont chargées et elles font leur travail. D'ailleurs, je viens de penser à une autre théorie. Si les castors avaient abandonné leur barrage à cause de ces patrouilles, ça expliquerait pourquoi ils n'ont pas pu surveiller le barrage ou le réparer après sa destruction. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune info à ce sujet. Mais il y a beaucoup de détails sur la façon dont on protège les voies ferrées des castors. Avant tout, les efforts se concentrent sur la protection des buses. Pour ça, on installe des barrières spéciales. Elles ont déjà prouvé leur efficacité à maintes reprises pour éviter la formation de bouchons à cause des castors. Des études montrent qu'une clôture en treillis simple mais robuste, de forme rectangulaire ou trapézoïdale, et placée au-dessus de la buse, s'avère très efficace. Mais il existe d'autres dispositifs, comme un système en 2 parties pour tromper les castors. Une clôture ordinaire ne suffit pas, car les castors peuvent construire un barrage autour. On y ajoute donc un système de tuyaux qui mène à une autre clôture ou à un filtre situé à l'extrémité. Et cette astuce fonctionne. Bien sûr, il y a aussi des moyens plus drastiques, comme des équipes du département de l'agriculture qui capturent les castors dans certaines zones. D'habitude, ça a lieu avant le printemps, quand les petits naissent. En été, les castors sont très actifs, mais en hiver, lorsque l'eau gèle dans les étangs et dans les buses, les constructeurs passent le plus clair de leur temps dans leur hutte. Ça peut sembler insensible, mais retirer les castors d'une zone est le seul moyen certain de les empêcher de boucher les buses et de détruire les voies ferrées. Enfin, bien sûr, on peut aussi démonter les barrages. Mais ça prend du temps. Un barrage de 2 mètres de haut et de 5 mètres de large peut demander plusieurs jours si on le démonte à la main. On peut aussi utiliser des bulldozers ou autres machines, voire des explosifs. C'est évidemment plus rapide, mais naturellement, c'est pas recommandé. Mais il faut nuancer l'efficacité de cette solution. Certains experts pensent que ça n'est une solution qu'à court terme, car d'autres castors s'installeront là si l'habitat leur convient. Et démolir un barrage est un effort inutile, car les castors peuvent en reconstruire un très rapidement. La meilleure solution semble être la pose d'une clôture. Une autre façon d'atténuer l'impact de l'activité des castors est de construire des ponts ferroviaires au lieu de buses. Mais avant de parler construction, laissez-moi vous rappeler discrètement de liker la vidéo, ça nous ferait grand plaisir. Maintenant, parlons construction. J'ai trouvé un bon exemple en Allemagne où on a installé des conteneurs dans un ruisseau. En fait, n'importe quel conteneur aurait fait l'affaire, comme des bidons en plastique par exemple. Une fois remplis, ces conteneurs laissent passer une petite quantité d'eau tout en empêchant les castors d'ériger un barrage, même si le ruisseau leur fait les yeux doux. Et à son tour, ça protège le remblai et ça maintient la sécurité du trafic ferroviaire tout en préservant l'habitat des castors. Une mesure similaire a été testée sur d'autres plans d'eau avec le même résultat. Les castors traversent ces chaînes de conteneurs à contre-cœur et ils ne sont clairement pas enthousiastes à l'idée de construire à proximité. De plus, rien de tout ça ne fait le moindre mal aux castors, ça ne fait que les déranger un peu. Un autre exemple, également venu d'Allemagne, est une hutte artificielle construite sur un étang près de la ligne de chemin de fer de Landshut.
Elle est faite de tuyaux en béton, d'un puits de ventilation et d'une entrée sous-marine pour une sécurité totale. Les tuyaux sont recouverts de terre pour faire le bonheur des castors, mais l'essentiel est que les animaux n'ont ainsi pas besoin de construire un barrage. N'allez pas croire que c'est aller contre les lois de la nature. En fait, les castors ne construisent pas forcément de barrage. Quand ils le font, c'est pour disposer d'un foyer sûr. Mais si leur manque est comblé, ils peuvent vivre confortablement près du chemin de fer sans lui causer de dommages. En résumé, les options sont nombreuses, mais on ignore toujours pourquoi le barrage qui a causé le déraillement n'avait pas été enlevé. Un imprévu avait dû se produire. Quelqu'un l'avait manqué, on ne l'avait pas remarqué, il y avait trop de castors et pas assez de personnel dans la patrouille. Bref, tout est possible et on ne saura sans doute jamais ce qui est arrivé. On ne connaît que les conséquences. Et donc, à cause de l'inondation et des dommages causés à la voie, le train a déraillé à 8h30, heure de la côte Est. Ça s'est passé en avril 2023. 3 locomotives et 6 wagons transportant du bois et des câbles électriques pesant environ 6000 tonnes ont quitté les rails. Presque aussitôt, les locomotives et les wagons de bois ont pris feu et des milliers de litres de carburant se sont déversés. Mais la situation aurait pu être bien pire, car 2 des wagons transportaient des liquides inflammables comme de l'éthanol et du pentaméthylheptane. Les deux sont des matières dangereuses et c'est une chance qu'il n'y ait eu ni fuite ni combustion. Mais n'oublions pas que ça s'est passé dans la région boisée dense de Somerset et que ça a entraîné un feu de forêt. Vous imaginez? Selon le service des forêts, l'incendie a éclaté le samedi matin et il n'a été éteint que le dimanche. Les flammes ont brûlé pendant une journée, voire plus. C'est pas énorme pour un feu de forêt, mais ça reste long. Et c'est pas tout. 2000 litres de diesel se sont infiltrés dans le sol et dans le lac pendant le nettoyage de la voie ferrée. Tout ça parce que les réservoirs des locomotives n'avaient pas été vidés avant leur démantèlement. Bien sûr, on a essayé de contenir la pollution, on a même installé des barrages spéciaux, mais seulement en surface. Le carburant est passé en dessous et il a fini dans le lac de Little Brassoua. Et outre le carburant, du fluide hydraulique et de l'huile se sont déversés. Des reflets huileux étaient visibles tout le long du trajet entre le lieu du déraillement et le lac lui-même. Évidemment, tout ça semble peu écologique. En fin de compte, des biologistes du département de la pêche et de la faune du Maine ont ouvert une enquête pour déterminer si des dommages avaient été causés à la faune. L'enquête est en cours, mais il n'est pas bien difficile de deviner ses conclusions. Tout déversement de diesel a un impact sur les sources d'eau, les animaux qui y boivent et les plantes qui poussent sur les berges. Tout dépend du plan d'eau, mais parfois, lorsque du diesel pénètre dans un étang dont on exploite l'eau, ça cause de sérieux problèmes au système d'approvisionnement. Et bien sûr, ça peut entraîner la mort d'animaux aquatiques. Parfois, on doit même évacuer les habitants car les vapeurs de diesel peuvent provoquer des étourdissements, des maux de tête, une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Heureusement, rien de tel ne s'est produit dans le Maine. Mais il a quand même fallu tout nettoyer. Le département de la protection de l'environnement a travaillé avec Canadian Pacific, une compagnie ferroviaire, pour déterminer la quantité de carburant et d'huile se trouvant sur le site et pour retirer les wagons et le sol contaminé. Le travail a eu lieu dans des conditions difficiles. L'accident s'était produit dans une zone reculée et, comme je l'ai dit, boisée. Et à cause du dégel printanier, sortir les wagons a constitué un sérieux défi. Impossible de se servir des rails, évidemment. Il fallait du matériel lourd, qu'il a d'abord fallu amener au milieu de nulle part. Sans parler des déchets à nettoyer et des réparations à effectuer sur la voie ferrée. Mais la première chose, dès le samedi soir, a été de dégager les wagons transportant des matières dangereuses. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune info récente sur la situation environnementale sur le site de l'accident ou sur le retour des castors. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous me devez un like. À plus.